Chaque dimanche à 9h. Bienvenue à tous, vous êtes au grand rendez-vous. Un rendez-vous, un duo, des idées portées par des invités triés sur le volet. Non, n'exagérez pas, n'amplifiez pas. Politique, politologues, acteurs sociaux, journalistes, experts de tout poil abordent des questions d'actualité évoquées avec professionnels et sans tabou à travers des explications, analyses et commentaires sur les actes posés et la parole entendue. C'est l'idéologie. C'est le grand rendez-vous sur Soleil FM. Wilfried Adou et Virgile Arouancet assurent le service après-vente de l'actualité sociopolitique. Le grand rendez-vous, 90 minutes d'antenne pour aller plus loin dans l'actualité. Le grand rendez-vous, Wilfried Adou, Virgile Arouancet. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité socio-politique sur Soleil FM. Vigile Arouancet, élégant comme d'habitude, est au poste pour renouveler cette aventure dominicale. Bonjour Vigile. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Alors c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette édition de notre programme, ensemble avec nos auditeurs pour 20 minutes de cet exercice de questions et réponses. Vigile, c'est une vieille promesse faite à nos auditeurs qui est honorée ce matin. Celui que nous recevons est un personnage comme on n'en accueille pas souvent et c'est bien en cela que ce numéro 138 du Grand Rendez-vous est un événement. Ensuite, ce personnage n'intervient que très peu dans les médias. Pourtant, première autorité d'une cité meurtrie en souffrance parce qu'abandonné dans le dénuement, il a des choses à dire. Et c'est de toute évidence pour ces raisons et d'autres encore qu'il est aujourd'hui notre invité Emmanuel Zossou. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on a besoin de rappeler que vous êtes le maire de Porto-Novo depuis un peu plus de 12 mois. Quoi de plus logique pour le vieux militant du Parti du Renouveau démocratique que vous êtes? On peut en revanche rappeler que vous aviez été le directeur de campagne du candidat Lionel Zinsou à la présidence de mars dernier et qu'avant cela, avant de faire valoir vos droits à une retraite active, vous étiez directeur du système d'information de Benin Télécom SA. Merci d'être venu expliquer, merci d'être venu commenter avec nous l'actualité de la ville de Porto-Novo vue dans le prisme des actes posés et de la parole entendue. Alors, Emmanuel Zossou, un an après votre accession à la tête de la municipalité de la ville capitale, comment se porte aujourd'hui Porto-Novo? D'abord, je vais saluer les amis journalistes, surtout les techniciens de l'ombre, qu'on n'entend pas souvent. Et bonjour monsieur. Bonjour monsieur le maire. Arouancet, c'est bien ça? Monsieur Arouancet, monsieur Adou. Bonjour à tous. D'abord, je ne sors pas souvent dans les médias parce que pour moi, il faut penser, il faut travailler avant de sortir. Maintenant, il y a effectivement un an que j'ai été élu à la tête de la ville de Porto-Novo. Effectivement, il y a un an, et nous avons commencé par travailler. Et je vais peut-être vous faire rapidement l'état des lieux, la situation que j'ai observée dès mon arrivée. Comme beaucoup de Porto-Noviens, ils devaient quand même avoir noté que la ville était quand même dans une situation d'insalubrité qu'on ne pouvait pas trop qualifier. Au niveau du personnel, le personnel était démotivé. Tous les fournisseurs n'étaient pas payés, si mais que plus personne ne voulait aller vers la mairie. On lançait des appels d'offres, aucun fournisseur ne répondait, surtout que si ça y est des fonds propres. La mairie n'était plus crédible. La mairie n'était plus du tout crédible. Donc, face à tout ça, j'ai été obligé de mettre en place très rapidement, en moins de 2 jours, un programme d'urgence. Et c'est ce programme d'urgence qui a fait que j'ai disparu. C'est-à-dire que j'ai été nommé, mais plus personne ne me voyait, parce que pour moi, l'essentiel, l'utile avant l'agréable. Vous étiez entré au laboratoire? Directement, et on a commencé par travailler. Et vous devez quand même remarquer en août 2015, en septembre 2015, que les choses ont commencé, les ordures, on a commencé par les enlever. Les feux tricolores, où il n'y avait aucun feu tricolore qui fonctionnait, pardon, aucun, je pèse bien mes mots, aucun feu de travailler. En quelques semaines, on a remis tout ça. Il y a des voies qui n'étaient plus praticables. On a dû mettre en place un programme d'urgence pour assurer un minimum dans la mobilité des citoyens, des programmes de reprofilage d'un certain nombre de voies. Donc voilà qui nous a vraiment préoccupé les 2 premiers mois. Et c'est après ça que nous nous sommes dit, voilà, on peut aller à l'investiture du maire.
C'est ainsi que le 1er octobre 2015, on a été investi officiellement et nous sommes mis directement au travail. La première des choses, quand vous allez dans une municipalité, dans une nouvelle entreprise, c'est ça, d'une entreprise, il faut voir l'organigramme. Donc nous avons procédé à la réélecture de l'organigramme. J'ai mis en place un comité présidé par le deuxième adjoint qui a prévu tout l'organigramme et en fonction du programme de mon parti et de mon programme, de ma vision, nous avons essayé d'apporter notre touche à cet organigramme et ce qui s'ensuit, c'est le redéploiement du personnel. De la même manière, une ville ne peut pas se développer sans un plan de développement municipal. Ce qui n'était pas, il n'y avait pas un plan de développement municipal valide, approuvé par la tutelle au moment où on était arrivé. Donc il fallait faire tout ça là. Et ça nous a pris 2 mois. Donc de octobre à décembre, il fallait concentrer nos efforts. Tous les élus, les 33 élus étaient conviés à cet exercice et nous avons aujourd'hui un plan de développement municipal qui a été approuvé déjà par la tutelle et de manière méthodique, c'est de ce plan de développement municipal que nous avons tiré le budget de l'année 2016. Le plan d'investissement annuel sur les 5 ans, nous l'avons déjà établi et dès le début de l'année 2016, quelque chose qui n'a jamais été fait à Porto-Novo, on a mis en place un plan de travail annuel et qui a été publiquement adopté. Et ce plan le PTA, comme on l'appelle dans le jargon, est un outil de travail, un outil de prévision. C'est un outil stratégique. Et ça nous permet d'éviter la navigation à vue. Donc, tout ce que nous devons faire au cours de l'année, c'est recensé dans ce document. Et ce document a été validé en mars 2016. Il y avait un peu de retard parce qu'il y avait les élections, parce que c'était la première fois. Le ministère du plan qui devait nous aider a repris tout le document, nous a aidé vraiment à profiler le document. Et c'est finalement avec fin mars que nous avons fait. Si j'ai accepté votre invitation cette fois-ci, c'est parce que l'invitation tombe bien. Parce que le 30 et le 31 dernier, nous étions en séminaire atelier qui devait nous permettre de faire la revue à mi-parcours de ce PTA de 2016 qui devait déboucher à la reddition des comptes. Dans la même période, ça faisait exactement 1 an qu'on venait d'arriver. Donc, on a profité pendant ces 2 jours pour faire le bilan de nos actions pendant 1 année. Nous avons évalué le PTA, les niveaux d'exécution, pour ce qui devait nous permettre de savoir comment, s'il faut accélérer, s'il faut... En tout cas, s'il y a des choses qu'il faut corriger, des choses qu'il faut retirer. Donc, nous avons vu tout ça ensemble. Et maintenant, nous nous apprêtons maintenant pour la reddition des comptes d'ici 2 ou 3 mois pour aller vers les populations, leur expliquer davantage. Mais comme votre média est très écouté dans ma ville, donc quoi de plus naturel que d'accepter ce média-là pour venir déjà commencer par déjà parler de nos actions. Voilà pourquoi j'ai accepté très facilement et votre invitation, ce que je n'ai pas l'habitude d'accepter. Et vous avez certainement bien fait. Alors, par rapport au point que vous venez de faire, monsieur le maire, concrètement, qu'avez-vous fait en termes d'installation d'infrastructures, d'allègement de la souffrance des populations de Porto-Novo durant les 12 derniers mois qui viennent de s'achever? Je crois que votre question, je ne vais pas exagérer. Au fait, vous voulez voir des infrastructures, de grandes infrastructures. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, pas forcément. C'est pas le développement d'une ville, c'est pas que les infrastructures, les grandes infrastructures, encore que les grandes infrastructures, c'est pas destiné pour les populations ordinaires. Quand je parle de grandes d'infrastructures, je parle de centres de santé, je parle d'écoles, des infrastructures qui... Tout ce qui participe à l'amélioration du quotidien des gens et qui, n'est-ce pas, se retrouvent dans la compétence de la municipalité. Non, je crois que nous avons très bien commencé. On a commencé quand même par travailler. Tout à l'heure, je disais que il y a des voies qu'on a ouvertes, il y a des voies qui ne circulaient pas. Derrière je prends pas derrière Rwando là où il y a la maison des jeunes, il y avait des voies qui ne passaient pas du tout. Il y avait beaucoup de voies, mais on a dû louer, parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas de nivelleuse, on a dû louer des niveleuses qui nous coûtaient très cher par jour pour profiler beaucoup de voies. Ça là, les populations étaient vraiment très contentes en ce moment-là. Donc on a fait ça là. Au niveau de la circulation, les faits tricolores ont repris. Donc il y a beaucoup de choses qui se font au quotidien. La salubrité. Déjà à 6h du matin, les bonnes dames sont déjà dans les rues en train de balayer.
Les ordures que vous... Les tas d'ordures. Avec les balais des grands-mères. Oui, bien sûr, c'est les moyens que nous avons. Porto-Novo est dans un trou. Porto-Novo, il n'y a rien dans la ville. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans. Mais quand je suis arrivé, c'est la désillusion. Il n'y a rien. On n'a pas les moyens dignes d'une capitale pour pouvoir travailler. Si on avait les moyens, je crois qu'on n'en serait pas là. Les autres maires auraient même fait plus que ça. Alors, monsieur le maire, vous étiez en train de parler du séminaire municipal qui, cette semaine, a évalué le niveau d'exécution du plan de travail annuel 2016. Il en ressort que pour l'objectif de 50% de réalisation attendu au 31 juillet dernier, vous n'avez pas pu dépasser 12%. Concrètement, comment expliquez-vous une telle contre-performance? Non, ce n'est pas une contre-performance. Puisque en réalité, le travail a été fait sur 3 mois. C'est 3 mois, sinon 2 mois qui ont été évalués. Comment ça? Parce que les directeurs ont reçu l'aide de mission à partir du 1er mai. Donc c'est fin avril, fin mars, que nous avons adopté le document. Et il fallait maintenant le décliner et donner des ordres de mission à chacun. Ils ont commencé par travailler. Et la revue qui a été faite, c'est jusqu'au 30 juin. Donc en réalité, c'est un travail de 3 mois. Donc, le résultat que nous avons... mais on n'a pas évalué. Vous n'avez pas évalué vos actions à la tête de la mairie depuis janvier 2016 pour le premier semestre, c'est pas ça? Oui, j'ai pas bien compris. Oui, on l'a évalué. Mais en réalité, pour un PTA, il y a des actions. Il faut décliner ces actions en activité, en tâches secondaires et primaires. Donc, quand ils ont décliné, c'est 3 mois après qu'ils ont... Ce qui devait commencer depuis janvier, c'est 3 mois après qu'ils ont commencé. Naturellement, on ne peut pas s'attendre à avoir 50% en fin juin. Donc, l'idéal, en tout cas, ce qu'on pouvait avoir, c'est autour de 20%. Mais pour certains, on a atteint les 20%, d'autres, on est à 30%. Et il faut savoir aussi que c'est la première fois que ça se fait. Le directeur départemental du plan qui a assisté à la chose, il nous a félicité. D'abord parce que aucune commune des 14 choses là de Porto-Novo, de l'OME n'a jamais fait cet exercice. Personne n'a jamais fait. Même au plan national, je ne sais pas si beaucoup de communes le font. Maintenant, les acteurs, ils n'étaient pas habitués à ça. Donc, ils avaient l'habitude de travailler avec les coups de fil. On naviguait à vue. C'est le bon Dieu qui est Mais maintenant qu'ils ont un outil, la tentation est... Parfois, les gens oublient leur outil de travail. C'est progressivement que ça va prendre. 12% pour certains, 20% pour d'autres. Je crois que c'est déjà bon. L'essentiel, c'est déjà d'avoir... Oui, mais comment comptez-vous aller au bout de ce que vous avez prévu pour l'année 2016 si à la fin du premier semestre, parce que je n'arrive pas à comprendre les explications que vous donnez, si à la fin du premier semestre, vous n'êtes qu'à 12%, il nous reste peut-être que 4 mois pour le reste, ou bien comment, je ne comprends pas. Ah non, ce qui a été évalué, ce qui a été évalué, c'est sur les 12 premiers mois. Mais beaucoup de choses ont été faites depuis juillet. Vous allez remarquer qu'il y a plein d'appels. Donc vous n'avez pas évalué tout ce que vous avez fait? Non. C'est les 3 mois là, en réalité, on est allé jusqu'au 30 juin. Or, il faut penser d'abord. Il y a un travail intellectuel. Ce travail intellectuel a abouti à des dossiers d'appel d'offres. Parce que c'est essentiellement ça. Un directeur aujourd'hui doit quelque chose qu'il doit faire, il doit faire des thèmes de référence. Valider. Ensuite, lancer l'appel d'offres. Vous allez remarquer que de juillet à aujourd'hui, il y en a plein. Tout ça s'est passé dans les radios. Si on doit évaluer aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on n'aurait pas ça là. On va dépasser les 50%. Parce que c'est progressivement que ça. Donc, on a évalué les 3 premiers mois en réalité, depuis que le PTA a été fait. Donc, c'est ça qui a été évalué. Donc, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Donc, attendez l'année prochaine. Et aussi, ce qu'il faut savoir, nous avons pris le PDM. Donc, on a décliné de manière mécanique toutes nos ambitions sur l'année. Mais on n'a pas... C'était un peu exagéré. C'est cette revue qui nous a permis de savoir qu'il y avait des ambitions qu'on ne peut pas atteindre. Donc, il a lieu de redéfinir certaines choses. Il y a des endroits où ils ont mis peut-être 10% de choses. C'est parce que c'est parfois mal formulé. Donc, il y a des problèmes d'adaptation. C'est un nouvel apprentissage
tolérer que les gens quand même prennent le temps et qu'ils s'habituent à cette nouvelle manière de gérer. Espérons aussi qu'au cours de cette émission, on va rester moins théorique parce que ça, c'est des activités concrètes. Vous avez dit, mais les populations voudraient bien savoir, par exemple, quelles sont les activités qui ont pu impacter leur ville, qu'est-ce qu'ils ont pu constater ou ils auraient pu constater dans la ville. On va le décliner d'un instant à l'autre avec nos questions. Alors oui, Vigile, le maire tout à l'heure dans les justifications qu'il a données par rapport à l'état de la ville de Porto Novo, parce que nous avions parlé ici à plusieurs reprises de mobilité urbaine dans la ville qui est entravée. Il y a des voies qui sont ouvertes, des voies qui sont reprofilées ou grattées, comme on le dit habituellement. Et il y a le maire a oublié de le dire. Les rues de la ville et les maisons ont été immatriculées. C'est nouveau et c'est essentiel de l'avoir fait. Par contre, l'éclairage public laisse à désirer. Les feux tricolores, vous avez dit que ça a été remis, mais parfois ça marche au tempérament. Alors, pour justifier tout ça, vous avancez souvent, et ça on l'a entendu, c'est presque devenu une rengaine, qu'il n'y a pas de ressources. Depuis la première mandature de la décentralisation, disons-le comme ça, toutes les autorités de la ville de Porto Novo se sont toujours plein, n'est-ce pas, du manque de moyens. Curieusement, quand on sait que les audits de l'utilisation, par exemple, du fonds d'appui au développement des communes FADEC révèlent que la ville de Porto Novo a un faible taux de consommation des ressources affectées et mises à sa disposition par le pouvoir central, au point où vous avez, m'a-t-on dit, plus d'1 milliard de francs CFA qui dorment au trésor. Or, les besoins existent, monsieur le maire. Les écoles manquent d'infrastructures et d'équipements. Les centres de santé dans l'indigence allongent la liste des besoins. Pendant ce temps, la seule rengaine qu'on entend, c'est que nous n'avons pas les ressources. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a un si faible taux de consommation des ressources qu'on vous alloue? Ok, je crois qu'il faut qu'on aille méthodiquement. D'accord. Vous avez parlé, vous m'avez rappelé l'adressage. Tout ça là, c'est dans mon rapport d'activité. On est à un taux de plus de 60%. Ça, c'est un projet qui est en train de bien évoluer, mais qu'on n'est pas encore dans le détail. Maintenant, parlant de l'éclairage public, nous avons fait beaucoup de choses. Mais malheureusement, nous avons des problèmes. Vous prenez par exemple l'AS, le boulevard le plus important de Porto Novo, depuis le pont jusqu'à Boku, passant par les choses à Kati. Mais on a trop investi sur ça. Dès que je suis arrivé, je dis, mais c'est l'entrée de la ville, il faut l'éclairer. Nous y allons, on envoie les moyens, on change les choses. 3 semaines après, on fait la même chose. 1 mois après, finalement, je me suis dit, mais on ne peut pas continuer. Faisons le diagnostic. Et c'est en faisant le diagnostic qu'on s'est rendu compte que la qualité de l'ouvrage n'était pas bonne. Et ce qui nous a bloqué aujourd'hui, c'est que il y a des conduits, des câbles qui sont souterrés, qu'il faut aller déterrer parce que le calibre des câbles utilisés ne correspondait pas à la charge. Et ça, c'est la faute à la SBE? Non, pas forcément. C'est à l'entreprise qui a fait les travaux. En tout cas, je ne sais pas qui avait fait, mais il y a une entreprise qui a conduit les travaux d'éclairage public sur l'entreprise qui a eu ce taxe-là. Donc aujourd'hui, nous devons casser là pour aller déterrer ces câbles-là et les changer. Et ça fait beaucoup d'argent. Nous n'avons pas ces moyens. À la veille du 1er août, vous devez remarquer que tout est allumé depuis le pont jusqu'à chez moi, jusqu'à beaucoup là-bas. Jusqu'à la mairie. Tout a été allumé. Parce que j'ai dû faire appel à une entreprise depuis Cotonou qui est venue avec de gros moyens. Mais ils l'ont fait aujourd'hui, maintenant. C'est encore été. Et on ne peut pas continuer. Donc, nous avons préparé maintenant un dossier d'appel d'offres pour nous permettre d'avoir vraiment un diagnostic vraiment assez complet et de voir tout ce qu'il faut changer. À Porto Novo, il y a près de 25 coffrets qui ne marchent pas. Et pourquoi vous n'avez pas pensé suppléer à ces lampes-là par les solaires? Non, attendez. Allons-y doucement. Donc, je dis qu'il y a près de 25 coffrets qui sont... Or, un coffret peut alimenter une dizaine de... Et ça aussi, c'est des coffrets hors normes ou bien c'est le manque de maintenance ou qu'est-ce qui fait que ça là, pour les coffrets, voilà une ville, en tout cas pour les communes d'une manière générale, on a transféré la gestion de l'énergie
comme compétence aux choses. À ces compétences, Berry, n'ont pas des cadres, la main-d'œuvre, n'ont pas le cadre approprié pour pouvoir prendre ça en compte. Moi, je n'ai même personne qui puisse intervenir au niveau de ces coffrets. Or, c'est sous ma responsabilité aujourd'hui. Alors qu'au départ, c'était la SBE qui entretenait. Donc, pour travailler sur ces coffrets, il faut faire appel à la SBE, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, il y a des problèmes au niveau de la décentralisation. Quand on transfère des compétences, on devrait pouvoir aussi transférer les moyens de manière adéquate. Donc, ça, c'est par rapport à l'éclairage public. Donc, nous faisons des efforts, mais finalement, on est en train de jeter de l'argent. C'est un dossier d'appel d'offres qu'on va lancer tout d'ici là. Mais le mois venu, ça va nous... Et ce qui nous a retardé aussi, c'est qu'on en parle, les plans de recollage. Parce que quand les entreprises font des travaux, des grands ouvrages, les conduits de câbles souterrains, il doit avoir un plan. On a mis du temps pour avoir ces plans-là. Donc, c'est des problèmes techniques. Donc, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la municipalité qu'on doit pouvoir gérer progressivement pour pouvoir avoir les moyens de notre politique. Oui, mais parlant de l'éclairage, monsieur le maire, en dehors de ce que les techniciens appellent les pénétrantes, quand on entre dans la ville, les grandes voies qu'on voit, à l'intérieur même de la ville, il y a des quartiers entiers qui sont quand même dans l'obscurité. Est-ce que vous avez pensé, alors que nous sommes dans une période où l'insécurité dit sa loi partout, le manque d'éclairage ou le faible éclairage de certains quartiers quand même est une source d'insécurité? Au niveau des quartiers, beaucoup de quartiers sont dans le noir aujourd'hui du fait de ces coffrets. J'ai travaillé avec le nouveau représentant en droit, le directeur régional de la SBE. Il nous a fait la liste sur une centaine de choses. Il y a au moins 25 coffrets qu'il faut en changer carrément et peut-être une trentaine qu'il faut corriger, il faut maintenir. Oui, mais dès qu'on va faire ça, au moins ces quartiers-là vont commencer par se rallumer. Mais nous, on n'a pas le moyen de le faire. Donc, il a fait son rapport qu'il a envoyé à sa direction pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut nous accompagner. Ça, c'est un. Maintenant, il y a de nouveaux quartiers. Nous avons un plan de développement, un plan pour l'éclairage public. Et ce plan-là a été accéléré par ce que j'appelle aujourd'hui l'effet lampadaire solaire. C'est quoi l'effet lampadaire? L'effet lampadaire, c'est... Le gouvernement nous donne 500 lampadaires qui ne peut pas suffire pour couvrir toutes les rues de Porto-Novo. Mais il fallait quand même le faire. Dès qu'on l'a fait, selon le plan qui existait avant notre avènement, c'est un plan qui était déjà là, puis c'est pas nous qui avions négocié avec le gouvernement. Il y avait un plan, il fallait respecter, donc nous on a dû faire des économies pour aller dans d'autres endroits. Mais dès qu'on l'a fait, beaucoup de quartiers veulent avoir. Et aujourd'hui, ceci nous amène à réfléchir, parce que c'est positif. Ces critiques, ces nouveaux besoins m'amènent à réfléchir. Quand on mettait en place le PDM, j'ai prévu 500 millions dans le budget sur les 5 ans pour les énergies renouvelables. Donc 100 millions chaque année pour l'acquisition de lampadaires solaires notamment. On a préparé les dossiers d'appel d'offres pour pouvoir acheter ces lampadaires solaires au sein de la ville. Et quand celui du gouvernement est arrivé, je me suis rapproché du palais de ceux qui ont conduit. On m'a dit que chaque lampadaire solaire coûte 1,5 million. Coût de revient, installation comprise. Du coup, mes 100 millions que j'ai prévus ne pourront plus servir. Je n'aurai même pas 100 lampadaires. Et la rareté aidant, j'aurai encore plus de problèmes. Ça, le jour où je vais commander ces lampadaires, il a dit si c'est ça, attendons d'abord. Il faut qu'on réfléchisse. On a commencé par réfléchir. La solution qu'on est en train de trouver maintenant, c'est de voir un partenariat avec des gens qui peuvent nous envoyer 3 000, 5 000, même pourquoi pas 10 000 lampadaires dès aujourd'hui. Et on va signer un contrat sur 10 ans, 15 ans et 25 ans. Et là, c'est la seule manière pour nous de régler le problème de manière durable. Parce que un lampadaire électrique, ce que nous payons aujourd'hui pour la SBE, mais c'est beaucoup. La ville doit près de 1,6 milliard à la SBE aujourd'hui. Puisque tous les lampadaires... Vous payez combien par mois, par exemple? On est autour de près de 50 millions qu'il faut payer par an au nom de... Pour l'éclairage public. Pour l'éclairage public. Maintenant, ces 50 millions-là, 50 millions, ça peut peut-être, avec l'énergie solaire renouvelable, on peut peut-être avoir
au moins 4 fois plus que ce que nous avons aujourd'hui. Donc ça, du coup, on peut multiplier par 4 notre capacité d'éclairage. Nous avons 2600 lampadaires. Donc si on va on prend les mêmes 550 millions par mois, on garantit à un opérateur, lui il l'amène, et qu'on lui garantit ça, qu'on paie tous les mois, on règle le problème. Demain, je vais à Rimouski, en tout cas au Canada. C'est pour rencontrer des opérateurs, pour voir dans quelle mesure on peut trouver des gens qui vont vraiment nous aider à avoir, en gros, des lampadaires. J'en parle à beaucoup de gens. Et dès qu'on aura cette possibilité, le problème sera réglé définitivement. Alors, monsieur le maire, il y a une partie de ma question à laquelle vous n'avez pas répondu. Les ressources du FADEC. Les ressources, ça c'est un procès qui ne me concerne pas. C'est-à-dire? Ce procès de fonds FADEC non utilisés, je viens d'arriver. Donc c'est vrai. Je viens d'arriver. Ce dont on parle, les 1 milliard dont on parle. Mais c'était là depuis. Et j'ai une explication à ça. Nous avons traversé une année d'élections. Il y a eu 3 élections au cours de la même année, en 2015. Le maire ne peut pas faire grand-chose. Le pire, le maire d'alors, les autorités lui ont demandé de ne pas trop investir, parce qu'il est en fin de mandat. Si bien que, donc, il était dans une camisole de fonds, il ne pouvait pas bouger. Oui, mais quand on a 1 milliard ou quelques de ressources qui dorment quelque part, est-ce qu'on est bien fondé à continuer à dire tout le temps nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas de ressources? Non. Commençons pas à utiliser ce qui existe déjà, non? Non, moi, ces milliards-là, moi j'ai quelques projets de pavage, les dossiers sont déjà prêts, on va les lancer, c'est vite consommé. Avant la fin de l'année, on va consommer ça. Dès qu'on lance des appels d'offres, ça ne suffit même pas les 1 milliard là. D'accord. Pour régler les problèmes de pavage. Les rues, on a eu 6 zones qu'on veut paver, assainies. Ça ne suffit pas. Parce que quand on a fait la préqualification avec les cabinets, on dépasse déjà ce que nous avons comme réserve. Donc il va falloir des besoins, des moyens supplémentaires de cette année pour qu'on puisse faire face à ces projets-là. Déjà. Donc le milliard sera consommé. Sera consommé, ça c'est sûr. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'éléments dans votre développement au début de notre émission. Vous avez parlé du plan de développement municipal, vous venez d'en parler à nouveau. Pourtant, selon ce qu'on m'a dit, le rapport du FADEC, le dernier rapport du FADEC révèle que le plan de développement municipal dont découle votre PTA 2016, évalué cette semaine, n'aurait pas été adopté par l'autorité de tutelle. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, c'est faux. J'étais dans la salle. Heureusement, j'ai participé à la restitution. C'est l'audit LS6 2015. C'est pas mon mandat. L'audit de la mairie. De la mairie. L'audit des fonds FADEC 2015. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'auditeur, dans son introduction, il a bien dit, ça ne nous concerne pas. Je dis que moi, je suis arrivé. Moi, j'ai fait adopter le plan de développement municipal en janvier 2016 par la préfecture. Mais avant moi, depuis Daubert, il n'y a plus jamais eu de plan de développement adopté. Bernard Dossou. Donc, nous sommes en train de corriger toutes ces erreurs-là maintenant. Quand les gens vont venir à la fin de l'année, ou même l'année prochaine pour auditer 2016, c'est là que vous allez voir la différence. D'accord. Alors, il est ressorti lors du séminaire municipal que le taux d'engagement, par exemple, sur le contrat d'abonnement avec la presse, se lèverait à un taux incroyable, 866%. Enfin, quand j'ai eu cette information, j'ai tiqué, je me suis posé la question, vous voulez dire 86% sans doute? On m'a dit non, 866% et représente de toute évidence le plus fort taux d'exécution des activités retenues dans le PTA. Qu'est-ce qui peut, selon vous, justifier une pareille performance? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ce que je me suis dit, moi aussi. Ça n'a pas de sens. Les contrats avec les médias ont commencé en juillet. En juillet 2016. Je n'avais aucun contrat avec aucun média jusqu'en juillet 2016. C'est à partir du 1er juillet que nous avons commencé par présenter les contrats aux gens. Voici ils sont partis trouver les choses, ce taux d'engagement. De janvier à juin que nous évaluons là, dans le PTA,
il n'y avait pas aucun contrat. Ça doit être 0%, normalement. Normalement. Donc, il y a eu une erreur. Peut-être que les gens se sont adressés à un point focal qui n'avait pas d'information, qui a mélangé des données, mais ça n'existe nulle part. 800%, vous imaginez? Enfin, je sors d'où? J'ai travaillé pendant 30 ans. 30 ans à la fonction publique. S'il vous plaît. Alors, c'est des choses qui paraissaient quand même... Non, c'est des erreurs de calcul et des erreurs d'indicateurs. Le grand rendez-vous. Alors, à Porto-Novo, il y a beaucoup de choses qui se disent. La ville n'avance pas, le développement a du plomb dans l'aile. On parle d'inefficacité des cadres qui vous entourent. Vous avez vous-même parlé d'un certain nombre de choses dont vous avez hérité, n'est-ce pas, des mandatures précédentes, des actions affectés à la réalisation des projets municipaux ne seraient pas compétents pour le faire. Il y aurait de la politisation à outrance de l'administration communale. Est-ce que vous pensez que tous ces boulets que la mairie traîne ne seraient pas à la source d'un certain nombre de contre-performances, de difficultés que vous rencontrez, M. le maire? L'administration de Porto-Novo a beaucoup de cadres, mais on n'a pas de cadres vraiment assez compétents pour occuper certaines positions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous venez dans une administration gangrénée, très politisée, où c'est des cousins, des cousines qui sont mis partout, et vous voulez que moi je vienne dans l'administration et je laisse Au fait, le vrai problème qui se pose, le vrai problème qu'il y a au niveau du personnel, c'est les gens qui ont pensé que voilà, mon cousin m'a mis là, donc je dois rester là à vie. Quand je suis arrivé, on m'a demandé d'enlever beaucoup de gens. Je n'ai pas enlevé pendant 6 mois. Mais après 6 mois d'évaluation, je me suis rendu compte des contre-performances au niveau de certains agents. Et j'ai commencé par chercher ailleurs. Les repas qu'ils nous font, on me dit que j'ai amené des retraités. Au contraire, les agents qui sont dans la maison, qui travaillent aujourd'hui autour de ces retraités, reconnaissent que ces retraités quand même ont une certaine valeur et qu'ils ont beaucoup à leur apporter. Donc, en réalité, il n'y a pas de problème. C'est les gens qui sont restés. Vous essayez de corriger ces... On est en train de corriger. Mais le tout ne suffit pas d'avoir des hommes. Aujourd'hui, le vendredi dernier, quand on a présenté le rapport du FADEC, mais c'est d'ici 2015. Mais ces cadres qui se plaignent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce n'est pas eux qui ont géré. Mais j'ai failli pleurer avec tout ce que l'auditeur disait sur la manière dont la maison est gérée. Et c'est leur gestion. Ils étaient là avant mon arrivée. Et je les ai laissés pendant 6 mois. Ils devaient avoir honte. Parce que si vous lisez le rapport des auditeurs, vous vous rendez compte que les gens ne faisaient rien. Aucune procédure n'est respectée dans la maison. Aucune procédure. Et les auditeurs ont mis l'accent sur ça. Malheureusement, c'est moi qui suis là aujourd'hui. J'étais obligé d'être assis là et de recevoir tout ça là. Ces cadres-là devaient avoir honte, ils devaient disparaître de la ville de Porto-Novo. C'est eux qui ont conduit l'autorité municipale à ces contre-performances. Alors, monsieur le maire, parlant toujours de la gestion des hommes, cela poserait problème à la mairie de Porto-Novo. Vous venez de l'aborder. Le maire de Porto-Novo s'entend-il avec ses adjoints? Non, moi je m'entends bien, je m'entends avec les adjoints, puisque on travaille. En fait, il y a peut-être un problème d'incompréhension. Il y a la manière. Il y a dans une administration, il y a l'organisation, il y a des outils qu'on doit utiliser pour travailler. Mais chacun est dans son rôle. Quand je suis arrivé, contrairement à beaucoup de maires, j'ai délégué mes pouvoirs. Il y a des mairies jusqu'à présent qui n'ont rien délégué à leurs adjoints. Mais moi j'ai eu le courage de déléguer, de répartir. Maintenant, le plan qui se pose, certains pensaient qu'ils devaient avoir telle délégation, l'autre chose là. Chacun n'a pas eu ce qu'il voulait. Et c'est moi qui l'ai fait parce que quand je suis arrivé, j'ai appelé des choses, chacun a dit ce qu'il voulait. Et je me suis dit, mais la manière dont chacun veut telle délégation, et j'ai changé. Donc j'ai aussi dit, non, vous voulez m'aider, voilà, toi tu m'aides sur ce plan, l'autre m'aide sur ce plan, et c'est tout. Parce que si chacun va vouloir faire ce qu'il veut, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un guide sur comme vous l'avez dit. Mais il peut y avoir question de compétences. J'ai tenu compte des compétences pour répartir. Alors, vous parlez de délégation. Pourtant, certains parmi vos adjoints se plaignent de ce que la délégation de pouvoir dont ils bénéficient serait insidieusement vidée de sa substance au profit de votre directeur de cabinet. On parle même de délégation coquille vide. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non, je crois qu'il faut bien qu'on se dise la vérité. Il faut bien qu'on se dise la vérité. Si les gens sont restés dans une logique
Les gens qui voulaient être maires et qui n'ont pas été maires, il faut qu'à un moment donné, il faut quand même qu'ils acceptent que Dieu a fait que c'est un autre qui est là. On ne peut pas rester tout le temps en train de vouloir revenir sur le passé. Le directeur de cabinet, c'est l'assistant du maire. Le directeur de cabinet, c'est l'assistant du maire. Sur tous les dossiers, je l'envoie pour dire voilà, sur moi tel dossier au niveau de la coopération, sur moi tel dossier au niveau de la DST, il intervient partout. C'est mon aide-mémoire. C'est pourquoi il est un peu partout. Donc, dit que comment le directeur peut... La preuve est que le directeur, il n'a jamais rien initié. Il fait les choses toujours sous un adjoint. Et il va voir le directeur technique pour avoir des ressources. Et c'est lui qui me rappelle. C'est lui le dernier à quitter la mairie avant moi. Tous les jours jusqu'à 23h, il est là. Si je ne le quitte pas, il ne le quitte pas. Oui, c'est sa fonction aussi. Il est directeur de cabinet. Comment il peut laisser son patron rentrer avant lui? C'est pas possible, ça, monsieur le maire. Alors, le maire de Porto-Novo ne fait que voyager. Vous avez parlé tout à l'heure de votre prochain voyage sur le Canada. Oui, le maire de Porto-Novo ne fait que voyager alors que les salaires sont impayés. D'abord, confirmez-vous cette information. Non, d'abord, regardez. Vous êtes dans le Bénin. Comment de voyager cette année, en 2016? Ah, ça, je ne sais pas, monsieur. Ah non, il faut demander. Ça, je ne sais pas. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Je suis depuis 2016 là. C'est la deuxième fois que je veux voyager. La première fois, c'est en avril dernier parce que c'était un voyage statutaire. Je dois aller présenter un rapport à Abidjan dans le cadre de ces choses-là, au niveau de l'UOMOA. Et c'est la NCB qui m'a envoyé le billet, tout ça. Là, ils m'ont même forcé. Sinon, pour représenter la NCB. Pour représenter le Bénin. Parce qu'il y a une commission que la ville de Porto-Novo préside. Donc voilà, c'est le seul voyage que j'ai fait en 8 mois. Et on dit que je voyage tout le temps. En 8 mois, c'est le seul voyage que j'ai fait. C'est le premier voyage que je vais faire officiellement, c'est demain. Et on dit que combien de fois j'ai voyagé? Alors que tous les mêmes voyages, il y a eu plein de missions. Au cours de l'année, j'ai dit non. J'étais invité en France la dernière fois, en Hollande. Je ne suis pas parti. J'ai été invité personnellement. Pourquoi vous ne partez pas? Non, mais quand on était en train de mettre en place le PTA. Il y a plein de choses. Je me suis dit, mais il faut que je vois clair dans mes dossiers d'abord avant de commencer par voyager. Je dois savoir ce que je vais chercher ailleurs. Si tu n'as pas un dossier assez clair, tu n'as rien, tu vas commencer pour aller dire quoi? Je ne veux pas naviguer à vue. J'ai voulu maîtriser, connaître mes dossiers d'abord avant de commencer par voyager. Alors, très bien, monsieur le maire, mais en ce qui concerne la coopération décentralisée, il se dit également que le maire... là aussi, joue solitaire. La présidente de la commission compétente serait mise en quarantaine et vous aurez choisi sans raison d'écarter les cadres techniciens des voyages. On se demande dans ces conditions comment pourrait se faire le suivi des coopérations après. Mais vous parlez de voyage. Combien de voyages on a déjà fait? Voici le premier voyage qu'on veut faire au cours de l'année. Et le voyage de choses, de Grand Bassam, ça n'a rien à voir avec la coopération, avec la mairie. Et on parle de quoi? Quel voyage j'ai fait au cours de l'année? Ils n'ont qu'à me le dire. Ils n'ont qu'à appeler pour dire là où je suis parti en 2016. En 2015, j'ai été pour signer la convention chose à Porto-Ville Verte à Paris. Et depuis décembre, je ne suis pas sorti. Alors que tous mes collègues voyagent. Il y a plein de réunions sur le plan mondial, même des voyages statutaires. Le grand rendez-vous. Alors, monsieur le maire, il y a quelques mois, le conseil municipal aurait délibéré sur la construction, parce que je n'y étais pas, aurait délibéré sur la construction de l'hôtel de ville. Justement, c'était un vieux projet qui tient à cœur au Porto-Novien. Vous aviez battu campagne sur une promesse que le gouvernement accorderait des ressources complémentaires à Porto-Novo pour bâtir son hôtel de ville. Où en est aujourd'hui ce projet? Ce projet est sur dans Massonkou. Je crois que c'est le 6 février 2016 qu'on a adopté en conseil municipal la construction de cet hôtel de ville à la place Bayol. Donc il y a un plan d'action, un chronogramme qui a été adopté. Donc ce plan-là est en train d'être respecté. Aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés au niveau de la programmation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut mettre, quel est le contenu. Donc au niveau sur le plan architectural, tout le dossier de l'architecture pour le concours architectural est déjà prêt. On a travaillé avec... et on a tout le dossier déjà prêt. Mais il y a quelque part, on a dit qu'il faut faire les études du sol. Les essais géothermiques. Et ça là, c'est un élément qu'il faut compléter, qu'il faut ajouter au dossier avant de lancer le concours. Donc, une consultation a été lancée, 3 entreprises ont été trouvées, ont soumissionné, et on est en train de choisir une entreprise parmi les 3. Et une fois qu'on a une l'entreprise a fait les essais géothermiques. Et c'est le résultat de ces essais là qu'on va ajouter au dossier qui est déjà prêt pour lancer. Donc c'est là où nous sommes là maintenant. Il n'y a aucun problème, maintenant, ce qui peut-être, il n'y a pas beaucoup de communication, mais c'est fait exprès.
Parce qu'on ne peut pas aller communiquer sur... S'il n'y a pas encore le concours même, on n'a pas encore des résultats, on ne peut pas commencer par dire voilà le plan, voilà ceci. Les gens nous ont fait des propositions de plans, d'affiches. J'ai dit non, faisons le concours. Permettons aux architectes de nous donner l'ouvrage, ce que ça va être, avant maintenant de détailler notre plan de communication. On sait que c'était la pomme de discorde qui avait fait voler en l'éclat les relations entre l'ancien maire Ousseini Moukaram et le président Adrien Mbedi, en tout cas ce qui était plus avancé. Est-ce que le CLR aujourd'hui dégagé aujourd'hui, est-ce que ce projet-là ne va pas rencontrer d'autres obstacles en chemin? Le problème qui s'était posé avec Moukaram, moi j'étais pas là, je ne peux pas véritablement en parler, mais pour le moment je n'ai aucun problème avec le maître Adrien Mbedi par rapport à ce dossier. C'est un projet que je conduis normalement et ce que je fais, j'essaie de rencontrer les forces vives de la ville, comme ça a été recommandé, pour leur expliquer le but, les choix. Je reçois beaucoup de groupes sociaux actuellement au niveau de la ville. Et jusqu'à présent, je n'ai reçu aucun refus, aucune objection par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas de la chose, qui ont même investi dans le passé, mais quand je les rencontre, je leur explique, avec des choses, avec beaucoup de démonstrations, ils adhèrent. Il y a un seul groupe, que je ne vais pas nommer ici, qui m'a écrit une lettre manuscrite, qui m'a dit, voilà, nous protestons véhément contre la construction. Donc, j'attends je vais les rencontrer, dès que j'aurai le temps, je vais les rencontrer. Sinon, jusque-là, parce que toutes les forces vives, même les familles, les rois, j'ai rencontré tout ce monde-là, toute la communauté, les forces vives même de la ville. Je les ai rencontrés une à une. Et au contraire, aujourd'hui, les gens me poussent. Il y a eu trop de... Les gens veulent me... Qu'est-ce que vous attendez? Beaucoup de gens veulent voir ce que nous avons prévu là. Et le problème de site, c'est définitivement tranché. Non, ce problème, il n'y a aucun problème de site. Oui, mais le problème de site que soulève Vigile est un problème important. Il se dit que les nouveaux bureaux de l'administration communale seront installés à la place Tofa. À la place Tofa. Est-ce que vous pensez que c'est une place assez large, assez spacieuse pour accueillir vraiment une infrastructure du montant dont on parle? On dit que ce projet coûterait 5 milliards, c'est ça? 5 milliards pour les bureaux, pour l'hôtel de ville. Est-ce que d'abord la place Tofa pourrait accueillir un ouvrage de ce montant-là? Non, d'abord, je crois que les gens ne connaissent pas de quoi ils parlent, ceux qui disent que ça ne peut pas. D'abord, l'espace, ça fait plus de 11 000 mètres carrés. Ça fait plus d'un hectare. J'ai fait Donc tout ce qui est là sera rasé? Oui, mais non, il y a un plan. C'est dommage, nous ne sommes pas au niveau de la télévision. Parce que quand je montre, pour moi, j'aime dire, une image vaut mieux que 10 000 mots. J'ai fait des esquisses avec le plan, ce qu'il faut dans la zone. Mais quand vous voyez, il n'y a aucun problème. Ça s'intègre correctement. Nous avons besoin seulement de 3 000 mètres carrés pour l'emprise de l'hôtel de ville. 3 000 mètres carrés 3 000 mètres carrés pour le bâtiment, pour le chose là. Et maintenant en hauteur, maintenant on met le reste en hauteur. Et ce que nous visons, vous avez parlé de place Tofa. Moi je ne connais pas de place Tofa à Porto-Novo. Il y a la place Bayol plutôt. Cette place. J'avais cru que ça avait été rebaptisé, monsieur le maire. Non, pas qui? Ah bon, d'accord. Non, les gens ont soutenu plutôt qu'il faut. Laissez-moi. Ah bon, donc c'est pas rebaptisé. Voilà. Continuez à dire place Bayol alors. C'est rentré dans l'entendement pratiquement. Avec la grosse statue du roi Tofa qui est là. Voilà. Vous serez quand même incongru de continuer à dire place Bayol, vous ne trouvez pas? Non, la place Bayol. Moi j'ai trouvé une solution à ça. La solution que j'ai trouvée, c'est que je me suis dit, mais voilà une place qu'on a baptisée Bayol, qu'on a fait à la mémoire de Bayol. Et les filles de Porto-Novo sont partis mettre Tofa là. Et ça crée des conflits. J'ai dit, voilà. Il y a des conflits entre qui? Non, ça crée entre le nom pour l'appellation. Donc moi j'ai dit, voilà, je vais diviser la proie en deux. J'ai 11 000 mètres carrés. Moi j'ai besoin pour l'hôtel de ville de 3 000 mètres carrés. Je le mets au milieu. Je crée une place Bayol à gauche. Une place Bayol à gauche sur 4 000 mètres carrés. Une place Tofa à droite. Parce que ce faisant. Sur 2 000 mètres carrés. Non, sur 4 000 mètres carrés aussi. 4 000 mètres carrés. Donc, on a joué un beau jardin. Une grande place pour Tofa. Une grande place pour chose. Et maintenant, l'hôtel de ville vient au milieu comme quoi, pour dire, voilà, les rapports, les relations entre le colon et Tofa, ce que ça a donné, c'est l'hôtel de ville, c'est la démocratie. Oui, mais pourquoi cette résistance de la municipalité à adhérer à une telle proposition lorsque on écoute les arguments du genre Tofa ne pourrait pas être locataire auprès de Bayol, le colon? Non, je dis que c'est maintenant que je vais Tofa à sa place. Il y a la place Tofa. Il y a la place Tofa à droite et la place
Bayol à gauche. Parce que c'est notre histoire aussi. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'a pas connu la colonisation. C'est de notre histoire. Nous pouvons utiliser cette place-là pour réécrire l'histoire de Porto-Novo. Cette place, la voie qui passe par là, qui passe devant la place là, vous savez comment on l'appelait? C'est l'axe du pouvoir. On l'a toujours appelé l'axe du pouvoir au temps de la colonisation. Parce que Porto-Novo est divisé en 3 grandes zones. La ville de Porto-Novo est divisée en 3 grandes zones. La première zone, quand vous rentrez du pont de Porto-Novo, à gauche, c'est la zone coloniale. C'était les Blancs qui étaient restés là. Maintenant, à droite, c'est les autochtones. Bécon, Akron, voilà. Et derrière, tout après la place Bayol, c'est au grand là, c'est la zone des Afro-Brésiliens. Et vous avez remarqué que chacune de ces zones avait une architecture. C'est les communautés. Donc, Porto-Novo, c'était 3 cités. La cité des colons, en toi, des... L'administration. Choses là. Et la cité des Afro-Brésiliens, qui sont nos frères qui sont revenus. Et maintenant, les autochtones. Et la place Bayol se trouve au cœur de ces 3 là. C'est vraiment c'est naturellement le cœur même. Si on veut parler de Porto-Novo, c'est là le Porto-Novo. Et on ne peut pas mettre l'hôtel de ville de Porto-Novo en dehors de cette place-là. Parce que quand vous rentrez, vous devez voir l'hôtel de ville. On n'a pas besoin de chercher une torche pour aller retrouver un hôtel de ville. Dès que vous rentrez dans une ville, vous devez, c'est la première des choses, c'est le premier symbole de la ville. C'est pourquoi nous avons dit, dès que vous sortez du pont, vous devez apercevoir le pont, l'hôtel de ville devant vous, de manière vraiment présentable. Et l'administration coloniale et actuelle se trouve à gauche. Aujourd'hui, nos bureaux sont actuellement à Agbokou, hors de la ville, pratiquement hors de la ville. Dans le lointain là-bas. Dans le lointain là-bas. Et toute l'administration est à l'entrée de la ville. La préfecture est ici, l'assemblée est là, donc tout est à l'entrée. Et nous sommes isolés. Quand le préfet, mon tuteur, m'envoie un courrier, je mets 3 jours pour l'avoir. 3 jours pourquoi? 3 jours parce que le temps que ça vienne. Bon, à beaucoup, le pont, c'est si loin. Non, je vais vous expliquer. C'est des systèmes. On envoie ça à notre centre qui reçoit les messages. Et ce centre se trouve à la piscine municipale. Donc, mais ça c'est pas un problème c'est un problème plutôt d'organisation, non? Ah non, vous aurez pu changer et mais le circuit de distribution. Non, on n'a pas la place. C'est parce qu'on n'a pas la place qu'ils sont là-bas. Donc le truc va là-bas d'abord, le temps de transcrire, le temps d'envoyer, il y a déjà des délais. Alors que si on était tous dans la même zone, on va en faire une zone administrative. D'où la mairie aussi, le préfet, tout ça là. C'est des messages portés, on amène directement, le Wagner amène ça. Oui, mais le bâtiment que vous voulez construire, c'est à combien de niveaux? Lorsqu'on voit la place, on n'a pas idée que les problèmes de place vont... Avec des j'imagine, Vigile, mais que le fait de vouloir même installer l'hôtel de ville à cet endroit est le signe même que dans la ville de Porto-Novo, il n'y a plus de place, monsieur le maire. Non. D'abord, si vous voulez, ce débat-là, on va le mener. Nous avons plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est d'embellir l'entrée de la ville. Parce que nous n'aurons jamais, pendant 100 ans, on n'aura pas les moyens d'aller couvrir toute la ville, d'embellir toute la ville. Parce que quand vous allez mettre l'hôtel de ville très loin, il vous faut des voies d'accès. Il vous faut ceci. Donc, concentrons nos efforts quelque part. L'entrée de ville était déjà naturellement le lieu indiqué. La mairie de Porto était déjà à l'entrée de la ville. Là où se trouve la préfecture, là aujourd'hui. Ça a été construit, ça a été arraché par un préfet. Donc, nous on était obligés d'aller louer un truc à beaucoup. Mais il faut qu'on revienne, qu'on soit au cœur de la ville, qu'on soit à l'entrée de la ville. Et il faut vraiment nettoyer toute la ville là pour que tout ce qui est administration soit ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, progressivement on peut évoluer. Progressivement on évolue vers l'intérieur du pays. Quand vous allez dans les grandes villes comme Alexandrie, quand vous allez vers ces villes là, mais les gens y vont parce que c'est tellement bien fait l'entrée, mais quand vous faites 10 km après vous ne trouvez rien. Mais il faut déjà que nous commencions déjà par embellir pour quand même donner une nouvelle image de notre ville. Et au fur et à mesure, chaque année, à chaque mandature, on fait 5 km autour. Et ainsi, progressivement, on va le faire. En parlant d'embellissement de la ville de Porto-Novo, de l'entrée de la ville de Porto-Novo, est-ce que le groupement des sapeurs-pompiers de l'OME, est-ce que ça honore la ville, ça? Non. C'est que je ne m'attendais pas à ça. Si je vais vous... Au fait, ce que nous voulons faire, quand vous rentrez dans la ville de Porto-Novo, on veut faire de l'artère, là, du pont jusqu'à la place Bayol, les Champs-Élysées, les mini-Champs-Élysées de Porto-Novo. Donc, qu'est-ce qui viendra donc à... Attendez. On veut faire de cette voie-là, l'entrée là, du pont, de la sortie du pont, jusqu'à la place Bayol, notre Champs-Élysées. Ça veut dire quoi? Champs-Élysées, c'est quoi? C'est l'Arc de Triomphe et c'est la Défense. D'accord?
Vous avez assez de place pour mettre tout ça là? Non, écoutez-moi. J'ai dit notre mini Champs-Élysées. Mini Donc, Champs-Élysées. quelles sont les caractéristiques de Champs-Élysées? Les Champs-Élysées, c'est d'abord l'Arc de Triomphe à un bout, la Défense de l'autre bout, et entre les deux, des boutiques et des passages paysagers, des arbres, tout ça là. Donc c'est ça que nous voulons essayer de reconstituer, mais tout au moins en miniature. Ce qui fait qu'à l'entrée de la ville, on aura un portique qui va symboliser un symbole historique de la ville dès que vous rentrez. Et à partir de là, vous allez voir tout droit devant vous l'hôtel de ville qui est légèrement en hauteur. Quand vous rentrez dans Porto-Novo, nous avons une très belle vue, une très belle entrée. Porto-Novo est l'une des villes à avoir une très belle entrée de ville naturelle. Mais c'est à l'étape naturelle. Il faut améliorer ça. Donc il faut planter des arbres tout le long de chaque côté jusqu'au niveau de l'hôtel de ville. Donc les sapeurs-pompiers vont les dégager et planter plutôt de l'arbre à l'espace. N'ont pas leur place là. Normalement, ils n'ont pas leur place là. Les sapeurs-pompiers, on devait... Qui leur a loué ces locaux-là pour s'y installer? Non, mais parce qu'on n'avait pas les... Une ville se développe. Au départ, c'est là où il y avait des infrastructures, on les a mis là. Donc c'était la voirie qui était là. À un moment donné, la voirie ne pouvant plus rester parce que ça demandait des choses. On a amené ça ailleurs. Mais de la même manière, il est prévu que la voirie quitte les choses là. Cette zone-là, on peut en faire des boutiques, des galeries, tout le long. Parce que quand il y a des Champs-Élysées, c'est aussi des boutiques, c'est des restaurants, et ainsi de suite. Si bien que quand vous rentrez dans Porto-Novo, au moins, vous avez au moins une rue vraiment bien achalandée, bien propre, bien fleurie, bien labourée. Pour y mettre des restaurants, il va falloir régler le problème des égouts qui sentent très mauvais là, vous savez, monsieur. Alors, reparlons maintenant de l'hôtel de ville. Ce projet, vous l'avez dit tout à l'heure, coûtera 5 milliards pour la ville, 5 milliards pour les bureaux de la mairie dans une ville dont le dénuement est patent. Est-ce que vous trouvez un tel investissement raisonnable? Mais on ne peut pas vouloir quelque chose au contraire. Tout le monde dit Porto est la capitale des choses. Donc redonner à Porto ses attributs. C'est d'abord l'image. La première des choses, c'est d'abord l'image. Quand on rentre dans une ville capitale, on sent qu'on est en train d'entrer dans une ville. Oui, mais monsieur le maire, c'est une chose, non? Que c'est la contribution des vendeuses d'Akassa de Porto-Novo que vous allez utiliser pour construire ce hôtel de ville, non? Voulez-vous trouver les 5 milliards, justement, la question de vigile peut être posée autrement. Où comptez-vous trouver les 5 milliards pour construire l'hôtel de ville? Non. Les 5 milliards sont déjà trouvés. Ah oui, déjà? Sont déjà trouvés. Le gouvernement a pris l'engagement de nous aider à hauteur de 4 milliards. Lequel? L'actuel ou le gouvernement, c'est une continuité, non? Donc, le gouvernement, au budget, c'est prévu 4 milliards sur les 3 années que ça doit durer. Et nous-mêmes, nous avons fait l'effort 2 milliards. Vous êtes sûr de cette information-là? Cette ligne budgétaire, c'est où? Vous avez cherché vous-même à vérifier ou bien c'est vous? Allez, vous êtes des journalistes, vous allez vérifier. Vous fiez juste aux promesses verbales ou non. La première, il y a déjà eu un début, il y a déjà même un début de décaissement. Quand à la première réunion de trésorerie vers février-mars, le gouvernement a envoyé une délégation de 3 ministères. Et ils ont voulu voir là où on en était, si on a déjà des besoins. Quand il n'y avait pas encore de besoins, donc ils nous ont réservé 300 millions en début d'année. 300 millions étaient déjà mis à notre disposition sur les 4 milliards. Si on avait déjà les dossiers d'appel d'offres et les plans, tout était déjà prêt, on aurait eu peut-être 1 milliard au cours de cette année. C'est parce que c'est maintenant qu'on est en train de faire les études. Et c'est pourquoi, pour les études qu'on nous a dit, voilà, on vous dégage d'abord 300 millions. Ce que je soulignais, c'est est-ce que ce n'est pas ne pas faire dans la modestie également, lorsqu'on sait que, comme je disais tantôt, pour les 1 milliard que la mairie va dégager, c'est sans doute la contribution des vulcanisateurs de la ville, des gens modestes, des vendeurs d'Akassa. Mais je ne vous comprends pas à Porto-Novo. Tout le monde dit que Porto-Novo ne change pas. L'image est restée comme ça. Il faut avoir le courage de faire quelque chose une fois pour toutes. Moi, mon rêve de voir quelque chose un bâtiment très beau, élégant, qu'on a vu nulle part au Bénin. Et c'est ça la capitale. Porto-Novo doit être la vitrine. On ne peut pas rester il faut avoir beaucoup d'ambition pour une ville comme une ville capitale. Oui, mais en même temps, monsieur le maire, en même temps, quand vous dites ça, je suis peut-être d'accord avec vous, il faut avoir des ambitions, mais quand on sait que c'est autour des 5 milliards là que les mêmes conseillers du PRD ont fait une guerre
qu'on n'a pas compris jusque-là à Moukaramba-Darou, parce que les 5 milliards seraient trop, etc. Et que vous en revenez là, est-ce qu'il n'y a pas un problème de logique et de cohérence de tout court? Non, la démarche n'est pas la même. Ah, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes assurés les 5 milliards avant de commencer. En décembre 2015, dans le budget de 2016, il est prévu les 4 milliards sur les 3 ans. Donc ça, c'est déjà un acquis. Donc ça là, c'est déjà un acquis. Les 1 milliard dont pour la mairie, nous on a déjà au moins 600 millions qui sont disponibles là. L'effort à faire, c'est de compléter 400 millions sur les 4 ans. Donc on n'a plus un problème de choses là, de financement de... Donc vous donnez 1 milliard, le gouvernement donne 4 milliards. 4 milliards. Il avait été aussi à l'époque question de commission à verser à quelqu'un. Est-ce que tout ça c'est résolu maintenant? Est-ce que c'est dissipé? Au-delà de cela, il y a une question de provision qui aurait été faite au niveau de la GTU, vous me confirmerez ou vous démentirez, et puis qu'il y aurait des pénalités à payer, tout ça, c'est vrai tout ça? Est-ce que tout ça n'allonge pas le budget? Moi je ne sais pas. Nous on a fait des vérifications, j'ai mis en place un comité. Il y avait 750 millions qui avaient été confiés à la GTU pour démarrer. Maintenant, il y a eu une partie qui a été dépensée, il y a des études qui ont été amorcées, tout ça là. Et les 600 millions, les 600 millions sont encore là. Les 600, donc il n'y a pas de pénalité. Les 600 millions sont là. Donc il n'y a pas de problème. Le problème de Porto-Novo, il ne faut pas qu'on cherche de la petite bête. Nous avons 600 millions. Vous avez dit tout à l'heure que nous avons près de 1,2 milliard et qu'on n'a pas pu utiliser. Dans ces 1,2 milliard, on peut prendre 400 millions et compléter. Oui, mais est-ce que... Et garantit déjà le milliard qui nous revient. Et c'est chose dont on ne parle pas en public, les problèmes de commission. Quelle commission? Quel sont les problèmes de commission dont on ne parle pas? Si c'est une question dont on ne parle pas, je parle. Entre autres, ce qui avait donc... Faites-vous clair. Entre autres, ce qui avait donc amené le projet de... Ce qui avait plombé le projet de... Écoutez, ne regardons pas trop dans les rétroviseurs. C'est ça que j'ai souvent l'habitude de dire à mes collègues. Oublions un peu. Regardons le choses là. Mais il a le risque de se casser à nouveau. Non. Quand tu regardes trop dans le rétroviseur, c'est là où le risque d'accident est plus grand. Mais en même temps, est-ce qu'il est sage, est-ce qu'il est raisonnable d'oublier le passé brutalement comme ça? Parce que l'avenir se construit à base du passé. Je suis d'accord avec vous. Mais à force de tout regarder dans le rétroviseur, on se casse la gueule. Oublions un peu et travaillons. Nous sommes tous intelligents. Porto-Novo, c'est rien que des cadres, rien que des hauts cadres qui sont à la tête de la municipalité. Le grand rendez-vous. Alors, vous l'aviez effleuré légèrement, on va y revenir. Il y a à Porto-Novo la querelle des lampadaires que vous auriez géré de façon solitaire. Vous auriez unilatéralement implanté ces lampadaires devant les maisons de certains élus, des conseillers. À Porto-Novo disent ne pas savoir même combien de ces lampadaires sont attribués à la ville de Porto-Novo. Alors, ce dossier, comment l'avez-vous géré, monsieur le maire? Il ne faut pas que les gens exagèrent. Le vrai problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'effet réverbère. Je vais dire plutôt. C'est quoi l'effet réverbère? C'est-à-dire que vous êtes dans l'obscurité, vous avez perdu quelque chose, et vous trouvez le lampadaire, vous vous trouvez devant la lumière, et vous commencez pas à chercher là. Vous n'avez pas trouvé. Le problème est ailleurs. Le problème est où selon vous? Le problème est ailleurs. C'est où selon vous? Non, je crois que j'ai assez parlé. Le problème est ailleurs. Si tu perds quelque chose dans l'obscurité, que c'est sous la lumière, sous le lampadaire que tu vas trouver, tu vas jamais trouver. Mais quand on perd dans l'obscurité, il faut bien la lumière pour le retrouver. mais il faut que... Donc, le problème de lampadaire, voilà, parlons-en. L'ancienne municipalité a fait un projet, le gouvernement a demandé. Et il y a un plan sur 800 lampadaires. Et ces 800 lampadaires, cette liste a été envoyée au gouvernement. Le gouvernement a commandé les choses, c'est arrivé, et en ce moment, nous on est là. Le ministre... Donc les 800 lampadaires sont arrivés? Non, les 800 lampadaires sont arrivés dans le pays. D'accord. Donc, le ministre en charge de ce dossier m'a appelé. Je crois qu'il était dans un séminaire quelque part à Ouida, quelque part là. Et il m'a cherché, je l'ai vu. Il m'a dit voilà, vous avez des lampadaires. Mais vous ne pouvez pas avoir les 800 tels que prévu. Parce qu'il y avait Dantokpa. Il y avait le problème de Dantokpa qui avait brûlé. Et il fallait maintenant diminuer un peu partout pour pouvoir éclairer Dantokpa. Et de là, prendre 300 Porto-Novo. Donc finalement, on a dit qu'on va vous donner seulement 500. Donc on a dit voilà, vous avez déjà un plan. Le gouvernement même avait déjà le plan.
Puis la liste a été envoyée par l'ancien DST et l'ancien maire. Quand le dossier est arrivé, même avant que ça arrive, j'avais déjà même annoncé ça en conseil. J'ai annoncé ça dans un discours. Puisque je fais le contrebasse, je fais tous les 3 mois un rapport en conseil, rapport d'activité en conseil. Je l'ai fait le 31 décembre, je l'ai fait le 31 mars dernier, je l'ai fait aussi le 30 juin dernier. Donc je le fais toujours. Si vous prenez ce discours, ça a été annoncé que nous aurons 500 lampadaires. Maintenant, quand les 500 lampadaires sont arrivés, les services techniques qui connaissaient déjà le dossier, ils ont sorti la liste et m'ont amené, ils ont dit d'accord. Il y avait des endroits où c'était un peu trop. Il a dit, et diminuer revoyez les écarts et vous pouvez faire des économies pour pouvoir ajouter là où c'était pas prévu. Et ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail conformément à la planification qui a été faite avant notre arrivée. Maintenant, les économies qui ont été faites, c'est ça qui a permis de régler certains problèmes de certains qui ont demandé, en tant qui ont sollicité, ou bien des points stratégiques. Parce qu'il y a des points stratégiques. Oui, mais comment ces points stratégiques ont-ils été définis? C'est vous-même qui les avez identifiés ou bien c'est au niveau du conseil que vous êtes réunis pour identifier ces choses? D'abord, dans une municipalité, il y a l'exécutif, il y a le conseil. Il y a des dossiers qui vont en conseil et des dossiers qui sont gérés par l'exécutif qui rencontre. D'accord. Et ceci, quand j'avais annoncé les 600 lampadaires, personne n'avait le doigté pour dire voilà, on va répartir d'une certaine manière. J'ai annoncé ça, personne n'a rien dit. Et c'était déjà réparti avant mon arrivée. Donc, ça, c'était pas. Je ne trouvais pas l'opportunité d'aller amener 500 lampadaires. Ce qui ne suffit même pas déjà pour la ville. Et 600 quartiers, comment on va s'en sortir? Chacun va vouloir prendre 3, et ainsi de suite. Et finalement, l'effet qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir. Donc vous avez décidé souverainement de répartir. Bon, non. C'est un plan qui était là. Et j'ai respecté le plan. Le document existe. Le document signé avant moi existe. Et c'est tous les artères, tout ce qui était prévu. Si vous attendiez 800 et que vous n'en avez eu que 500, ça complique un peu la distribution puisque tout le monde ne pourrait pas avoir. Et c'est peut-être ça qui justifie les remous et les mécontentements, non? 800 là ne pouvait même pas suivre. Même si on avait amené 200, 2000, il y aurait toujours des critiques. Oui, c'est ce qui aggrave la situation. Les 500 aggravent plutôt la situation. C'est la rareté là qui est le problème aujourd'hui. On me reproche, on me dit, voilà pourquoi on a mis chez Talon, pourquoi on a mis chez Ongbedi. Voilà des questions. Ça me fait honte. On dit que vous avez privilégié plutôt les élus, certains élus qui sont au niveau du conseil communal, alors que les lampes étaient destinées à éclairer des ils n'ont qu'à me donner le nom d'un élu qui a été privilégié. Et on parle de vous-même, par exemple. Moi-même. Par vous. Oui, vous-même. Votre rue serait la plus éclairée, monsieur le maire. Je suis qui? Le maire, vous êtes le maire de Porto-Novo. Je suis le maire de Porto-Novo. Ben oui. Vous êtes le maire, c'est évident. Et vous ne parlez pas que d'abord pour ma sécurité, j'ai besoin de ça. Il se dit que votre rue est la plus éclairée de toute la ville parce que vous aviez déjà le réseau de la SBE d'un côté et puis les lampadaires de l'autre. Alors quand ça s'allume, c'est les Champs-Élysées, monsieur le maire. Mais vous savez bien la question de délaissage à Porto-Novo. Imaginez-vous que je sois en train de recevoir des autorités, des ministres ou bien des députés d'ailleurs. J'ai reçu des députés français dans ma maison. Et que je sois là, et que je sois arrivé et qu'il n'y ait pas de courant. Donc c'est en prévision de ça que mais c'est la ville que vous dirigez. Ils auront à constater également. L'état de la ville que vous dirigez, monsieur le maire. Vous serez les premiers à dire voilà quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Et qui n'a pas le sens de la prévision. On lui donne des choses et il ne veut pas utiliser. Dites-moi dans quelle ville où on a mis lampadaire et on ne s'est pas allé vers les autorités. C'est d'abord les autorités. Et c'est la représentation. Oui, mais il se fait, monsieur le maire, que ces lampes, pour ce que j'ai compris, je peux me tromper, sont initialement destinés à éclairer les quartiers les plus déshérités qui sont dans l'obscurité et qui manquent de tout. Moi j'ai vu il y a un plan qui était, le gouvernement a dit voilà, on vous envoie 500. Faites le plan a été déjà fait. Pour des ateliers. Donc c'est ceux qui ont fait le plan qui se sont mal pris, puisque quand on envoie les lampadaires, c'est normalement solaire, c'est pour les zones qui n'étaient pas initialement éclairées ou qui n'étaient pas couvertes par le réseau de la SBE, non? Mais ça a été fait, c'est que les gens sont inconséquents. Sur votre radio ici,
Il a été dit qu'on a éclairé une rue, Agbokou, tout ça là. Agbokou, c'est la zone la plus dangereuse de Porto-Novo. Et c'est toujours dans le noir. La zone où le délaissage est chose là, c'est Agbokou. Et les prédécesseurs ont pris le soin d'en mettre beaucoup. Ils ont mis 86 sur l'axe en question. Et on déploie ça aujourd'hui. Donc sur le même axe, d'accord. Vous avez dit les endroits où on a le besoin. On en met là et on critique. Oui, c'est parce que peut-être vous ne vous êtes pas entendu sur ce qu'il faut faire. Bon, c'est peut-être là où ça a péché. Alors, changeons de sujet si vous le permettez, monsieur le maire. Au marché Wando, la principale source de revenus de la ville, il y aurait également des problèmes après un an de gestion. Le conseiller Nyakoti, dans nos studios ici, a parlé de la mauvaise gestion de ce marché. Il a parlé des pusas ouverts dans l'enceinte, des portails qui seraient inexistants. Il a parlé du paiement par les bonnes dames de services d'électricité, de ramassage d'ordures non offerts et des recettes largement en dessous des attentes. Le DST et le secrétaire général de la mairie venus lui répondre ici même ont promis la prise en charge immédiate de ces défaillances. Apparemment, ce n'est pas encore fait. Pourquoi? Non, je crois que je ne suis pas venu ici. Je ne voulais pas répondre à des conseillers. Parce que les débats municipaux se font à l'intérieur là-bas. C'est pourquoi quand vous m'avez invité, je n'ai pas voulu venir. Si on a des problèmes, on peut les régler à l'intérieur. Mais maintenant que vous venez sur ce dossier. Est-ce que d'abord les faits qui sont allégués là sont vrais? Ces faits-là sont vrais. D'accord. Ces faits-là sont vrais. Mais ça date de combien d'années? Parce que je suis arrivé quand? C'est moi qui ai organisé tous ces faits-là. Oui, mais en même temps, monsieur le maire, depuis le début de l'émission, vous n'avez de cesse de dire ça, c'est avant moi. Mais c'est le PAD qui, sans interruption, aux commandes de la ville de Porto-Novo depuis bientôt 15 ans. Alors, en dehors de Cotonou, c'est quasiment la seule ville du pays qui connaît une telle fortune d'avoir le même parti qui le dirige depuis bientôt 15 ans. Et cette ville montre des faiblesses, des signes de mauvaise santé dans certains domaines, dont le marché de Wando. À votre avis, à quoi cela est-il dû? Parce que ça fait plusieurs fois que vous répétez la même chose. C'est avant moi, c'est depuis Dobé, c'est Moukarama, etc. Mais finalement, c'est le même parti. Vous devez vous entendre au niveau du parti pour faire le bonheur de la ville, il me semble. Ah non, c'est pas toujours le même parti. Ah, c'est pas le même parti. C'est pas toujours le même parti. C'est pas le même PAD. Celui qui vient de quitter, c'est pas, je ne sais pas s'il est PAD, c'est... Ah bon, Moukaram n'était pas PAD? Ah non, mais il n'était pas PAD. Vous nous informez là. Il n'était pas PAD jusqu'à la fin de son mandat. Ah mais non, c'est pas ça. Il a été mis maire de Porto-Novo par le PAD, que je sache. Mais il n'a plus été PAD jusqu'à la fin. Non, mais c'était juste à quelques encadrés. Mais maintenant, tout ça a commencé ces dégâts. Monsieur le maire, cet héritage à qui cela incombe? Lorsque vous parlez des cadres incompétents, tout le reste, les cousins alliés, ce sont les cousins de qui? Ce sont les alliés de qui si ce n'est pas le PAD? Antoine, laissez... Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas parler politique. Parlons de développement. Revenons sur la question. On parle des choses, on parle des faits. Non. Tout ça, c'est des faits, monsieur le maire. Non. La charge au PAD, c'est pas ça qui importe. Quelle est la solution? Qu'est-ce que nous devons faire pour que le marché soit géré? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour que je sois mieux géré? C'est la question que vous devez me poser. Depuis que vous êtes là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oui, mais la question que nous posons prend sa source des réponses que vous apportez, monsieur le maire. Parce que des faits sont constatés, parce que c'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que les faits ici allégués sont des faits réels? Vous avez confirmé que c'est réel, ça existe, que les femmes du marché de Wando paient des services qu'elles n'ont pas, que les portails sont inexistants, qu'il y a des faux septiques qui sont ouverts dans le marché, et que personne ne fait rien, vous percevez des tasses, et que les ressources que vous percevez sont en deçà des prévisions. Ça veut dire qu'il y a soit des évasions de recettes, où il y a des gens qui siphonnent les ressources au niveau du marché. C'est constaté, on a même les montants. Alors, quand c'est comme ça, il faut faire quelque chose, c'est un fait. Or, ce sont les cadres qui organisent tout ça. Et les cadres viennent de quelque part, sont nommés pas quelque part. C'est bien pour cela qu'on vous pose cette question. Laissez le PAD. Mais le vrai problème, nous avons des problèmes. Tout ce que vous avez dit est vrai. Je suis arrivé, je l'ai constaté. Et j'ai envoyé, je suis en train d'entamer, j'ai envoyé des équipes qui sont en travail actuellement sur le marché. Il y a un travail, il y a une équipe qui est là aujourd'hui, qui est en train de faire le diagnostic et d'améliorer les recettes. Tout ce qu'on est en train de faire, vous n'allez pas le voir aujourd'hui. Et d'ici la fin, 1 an, 2 ans, que vous allez voir que ça a changé. On était dans un trou. Or, quand on est dans un trou, il faut pouvoir revenir d'abord en surface pour qu'on commence à voir. Soit vous êtes trop pressé. C'est le problème que nous avons vu. Il faut bien les diagnostiquer. Et ensuite,
Maintenant, trouver la bonne solution. Est-ce qu'en temps les méthodes ont changé? Puisque c'est les méthodes sont en train de changer. Aujourd'hui, le gestionnaire ne gère pas seul aujourd'hui. J'ai mis mon conseiller technique, l'inspecteur général. Chaque syndicat a 2 représentants. Plus choses là. Et ils sont en train de comptabiliser, de compter place par place. Et ils vérifient tout. Je veux le rapport là. Déjà, en moins de choses là, de 3 semaines de travail, on a déjà multiplié ce qu'ils ont eu en 3 mois par 2. Et on peut être à l'abri de ce qu'on ne peut pas s'entendre pour manger. Parce que ça, réellement, c'est possible. Oui, c'est justement parce que les gens s'entendaient pour manger que le marché est dans cet état. C'est pour éviter ça que je suis parti chercher les 2 syndicats. Les 2 secrétaires généraux de syndicats sont dans la commission, plus un de leurs choses là. J'ai pris un conseiller technique au développement et l'inspecteur général de la maison. Oui, mais est-ce que vous avez fait un audit du marché avant d'y aller ainsi? Parce que si vous voulez corriger des choses, il faut quand même faire un constat. Est-ce que vous avez fait le constat? C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est l'audit qui est en cours maintenant. D'accord. Donc ils sont en train, et ils me font des rapports partiels tout le temps. Et l'avantage de ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas seulement théorique. C'est-à-dire qu'ils vont sur une place et ils posent des questions. En même temps, ils recensent les gens. On est en train de construire une base de données des clients effectifs de ce marché. Donc, il y a une réforme qui est en train d'être mise en œuvre. Donc, on détecte et on oblige les gens à payer. C'est quand on va à une position, on voit que vous n'avez pas payé. On demande, vous avez payé depuis quand? Il y a des gens qui disent même qu'ils ont déjà payé depuis les choses là. Et on demande, ils n'ont pas les initiatives. À qui vous avez payé? On doit des gens. Donc, il y a trop de problèmes que nous sommes en train de déceler dans ce marché. C'est un réseau qui est là. D'accord. Mais c'est des réalités qu'on a vues. Absolument. Donc, l'autre problème, monsieur le maire, c'est que la route inter-État qui traverse ce marché est difficile d'accès, on peut dire ça comme ça, Vigile. La traversée est difficile à ce niveau là. Traverser Wando. Il y a une telle indiscipline, jamais vue nulle part au monde, et c'est la capitale. Et vous ne faites rien pour discipliner ces vendeuses qui viennent même prendre d'assaut la voie sur laquelle on passe. Les accidents, ça ne dit rien à personne. Enfin, qu'est-ce que le maire et la mairie fait là, dans ce marché? Le marché qui déborde jusqu'à ce niveau. Le marché déborde sur la chaussée. Est-ce que c'est vous qui avez eu le temps de voyager alors que vous étiez fonctionnaire d'État, etc. Vous avez déjà vu un marché quelque part dans cet état-là? C'est pour ça que nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de préparer, de bâtir l'avenir, D'accord. Ce problème, quand vous êtes dans une ville, il y a des problèmes qu'on peut régler au jour le jour. Mais il faut avoir une vision. Prospective. Il faut avoir des solutions. Le marché là est déjà saturé. C'est le plus grand marché de Porto-Novo aujourd'hui. C'est déjà saturé. C'est ça qui justifie ça. Quand moi j'étais étudiant, j'étais élève à Olivier Bianzé, je venais là. C'était pas aussi... C'était un petit marché. Mais aujourd'hui, c'est complètement... Donc, il est nécessaire aujourd'hui que Porto-Novo dispose d'un grand marché. Et ça, je peux vous inviter, vous allez venir. On a déjà commencé par... On a beaucoup avancé. Vous avez trouvé la place déjà? On a trouvé la place. Il y a la place à Porto-Novo. Je suis en train de prévoir la construction d'un marché international sur 50 États au moins à Porto-Novo. Marché international? International. Parce que... Vous voulez concurrencer dans Tokpa? Pourquoi pas? C'est une ambition, belle ambition. Dans Tokpa est déjà saturé. Dans Tokpa est déjà saturé. Porto-Novo, le marché que nous on veut mettre en place est la solution pour relayer dans Tokpa. Et vous voulez faire ça quand? Mais le projet est en cours, c'est dans le plan des droits municipaux. Nous sommes au niveau des études. Situé où? Dans quel quartier à Porto-Novo? Donc, c'est situé à Lourdes. À Lourdes, on a déjà les 50 États pratiquement. Il n'y a pas de problème. Les plans, les études sont en cours maintenant. Et ce qui est important aussi de savoir, vous savez, la voie, quand vous quittez Dantokpa là, Dantokpa est à 17 km de Porto-Novo. Si on prend par la Concorde derrière, à vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Il y a une emprise qui est déjà là, c'est déjà là depuis des années. Le boulevard 1100, comment ils appellent ça, qui était là, mais ça n'a jamais été développé. Il y a un chemin qui est prévu là depuis des années. Si on construit ça... Par voie de terre? Par voie de terre. Ça fait 17 km. Donc, Porto-Novo, on va gagner 25 km sur Porto-Novo. Parce que le blanc qui a pris par mais pas de l'autre côté, ça, c'est les gens, c'est un contournement. Mais si on construit cette voie-là un jour, vous allez dans Tokpa et Louo, ces deux marchés seront côte à côte en 10 minutes. Donc on peut régler le problème de l'entrée difficile de Porto-Novo. Chaque soir, c'est longue file de véhicules qui peinent à entrer dans cette ville capitale. Ouais. On peut régler ce problème en ouvrant cette voie-là. C'est la solution, la meilleure solution pour notre pays, parce que ça règle le problème de contournement de Cotonou. Ça règle en même temps le problème de contournement de Porto-Novo. Parce que quand vous allez dans Porto-Novo, vous êtes obligé de traverser la vieille ville. Alors que quelqu'un qui veut aller au Nigeria, à Paketu, qui veut aller au nord, si on fait la rocade,
Dès que vous quittez, vous traversez le pont, le nouveau, si on fait ce deuxième pont qui sont adjacents là, vous tombez directement sur la rocade. Le nouveau pont, le deuxième pont, c'est adjacent, on veut le faire ou plutôt à Gboko? Je dis que si on le faisait là, ça permet de régler le problème de contournement de Porto-Novo. Il y a deux options. Il y a deux ponts qui sont en cours, en prévision. Ce pont-là et le pont de Goku. Le pont de Goku a le désavantage de rentrer dans la ville, de traverser la ville. Alors que l'autre a l'avantage de tomber directement sur la rocade, ce qui permettrait de le contournement de Porto-Novo. Et ça va rapprocher le nord du sud. Parce qu'en passant par Porto-Novo, vous gagnez 100 km pour aller à Parakou. Dès qu'on va faire la route Ketou, Savais, c'est fini. Parakou est plus proche. On gagne 100 km sur la distance. Donc les gens qui veulent aller au nord, les gens peuvent passer aussi au raccourci là. Et quand vous arrivez à Cotonou par ce chemin, il suffit seulement qu'il y ait un deuxième pont derrière Rendé là. Là, vous n'allez pas traverser la Béninoise, tout ça là. Vous traversez, vous contournez aussi Cotonou. Continuez par Cotonou aussi, tout le plus simplement possible. Alors, monsieur le maire, par courrier en date du 24 août 2016, vous avez notifié au groupe Bono Sal qui le gérait la fin du contrat d'exploitation du parc d'attractions Moucharaf Baramassi à Porto-Novo, l'un des rares endroits de distraction de cette ville capitale. Beaucoup de Porto-Noviens ne comprennent pas pourquoi ou le pourquoi de cette décision. Voulez-vous éclairer leur antenne? Non. Pourquoi avoir mis un terme à l'exploitation de... Non, je n'ai pas mis un terme. Quand j'ai pris la tête de la municipalité, dans mon projet, j'ai dit que je vais gérer Porto-Novo avec responsabilité. Nous l'avons dit et nous l'avons toujours respecté. Gérer avec beaucoup de responsabilité, c'est tenir compte des normes, des procédures. Il faut respecter les procédures. Par quel moyen, par quelle alchimie, lui s'est retrouvé là à gérer le parc? Parce que quand on met... Il a un contrat avec la mairie, non? Mais comment il a pu être sélectionné pour avoir le contrat? Il n'aurait pas dû. Non, comment il a pu avoir ça? Parce que c'est un marché public. Le code de marché public est clair. Je répondais à la question. Le code de marché public veut qu'avant d'avoir un marché, il faut passer un appel d'offres, il faut passer par un appel d'offres. Donc il n'y a pas d'appel d'offres. Oui, l'appel d'offres. Dites-moi qui sont ceux qui ont concouru à cet appel d'offres. Et pour contourner cette faiblesse, on a mis dans le contrat un contrat d'essai. Parce que donc la BOAD a mis le truc là, donc il faut essayer pour voir la rentabilité, avoir les mesures. Là, on concède. Mais on ne peut pas quand même faire un contrat d'essai à vie. Un contrat d'essai, c'est peut-être pour 6 mois. Et d'ailleurs, ils ont mis 6 mois. Ils ont mis renouvelable au cas où. Mais on vient de faire plus d'un an, on vient de faire 1 an. Le premier, ça a commencé en août. C'est fini les premiers 6 mois. C'est fini en février dernier. On aurait dû l'arrêter depuis ce temps-là. Et pourquoi vous ne l'avez pas Maintenant, là, c'est le problème dont je vous ai parlé de hier. Donc, il y a le deuxième 6 mois qui arrive à échéance. Mais avant ça, j'ai appelé le monsieur pour dire voilà, cette affaire, nous allons arrêter. Parce que ça, c'est même pas bon pour lui. Il dit que ça ne rapporte pas. Il veut investir. Mais il a dit mais si tu dois investir, tu n'es pas avec un contrat d'essai que tu peux aller dans une banque. C'est un truc d'essai sur 6 mois. Or, pour avoir de l'argent, il faut avoir un contrat en bonne et due forme sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et les banquiers peuvent... Donc, c'était dans son intérêt que de régulariser sa situation. En lançant un appel d'offres, il va soumissionner, d'autres vont soumissionner et le meilleur va gagner. Celui qui aura été retenu, si ce n'est pas un contrat... Donc, mais le meilleur peut ne pas être lui. Ça peut ne pas être lui. Maintenant, celui qui aurait gagné aurait quand même eu l'avantage d'avoir un plan. Dire voilà, je vais acheter un certain nombre de toboggans, des jeux, des manettes, tout ce que chacun va proposer ce qu'il veut. Celui qui aura la meilleure offre, la meilleure proposition, c'est celui-là que nous allons choisir. Et aussi tenir compte de ce que chacun doit payer à la mairie. Voilà un contrat, on a mis 300 000. Sur quelle base? On a mis sur 300 000. 300 000. Qu'il paie à la mairie qui paye par mois. Sur 300 000. L'ouvrage a coûté 450 millions. Combien d'années il lui faut pour rembourser si c'était lui-même qui avait pris le prêt? Il faut 125 ans. Mais ça dépend de la rentabilité aussi. Ah non. Si c'est 3 000 francs, supposons que c'est la mairie a contracté un prêt au niveau de la banque pour construire ça. Et quand on lui remet ça à 300 000, il faut 125 ans
pour pouvoir retrouver les 350 000, pour pouvoir rembourser. À votre avis, il aurait dû payer combien? 1 500 000? Non. Moi, je suis en train de vous expliquer les problèmes. On peut pas le dire. C'est lui qui doit pouvoir le dire. On l'a mis là pour essayer, pour donner des statistiques. Il n'a jamais donné de statistiques. Je le lui ai rappelé. Donc, il faut nous les statistiques pour qu'on voit. Est-ce que les paiements sont réguliers tout au moins? Non, c'est pas toujours régulier. Puisque en février, quand j'ai rappelé mon service qui s'occupe de ça, il a dit, mais est-ce qu'il paye? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter ce truc-là? On me dit non, qu'il a payé 3 mois sur 6. En 6 mois, il a payé 3 mois. Donc, le vrai problème de ce contrat, c'est que c'est un contrat informel, un contrat qui ne reste pas. S'il y a un audit aujourd'hui, on aura des problèmes. Donc, notre but, c'est de régulariser. Mais le problème qui se pose cette dernière semaine, ça n'a rien à voir avec le contrat. Hein. Le problème qui se pose avec lui, c'est la pollution. Il a transformé la nature, l'objet du contrat. C'est un parc d'attractions. C'est pour les enfants. C'est devenu un restaurant. C'est devenu une boîte à ciel ouvert. C'est pas... Ça se constate, il y a beaucoup de voitures. C'est un détournement ça entrave même la circulation. Il y a un détournement d'objectifs. Mais en même temps, ça rend le parc plus attractif et donc plus rentable. Est-ce que ce n'est pas le fait aussi que dans cette fameuse ville, il y a pas pratiquement de lieu de distraction pour les populations. C'est quasiment le seul endroit où les gens peuvent se défouler. Qu'est-ce que nous prévoyons pour qu'il y ait des... C'est pas parce qu'il n'y a pas de lieu... Alors qu'est-ce que vous prévoyez? Pour les enfants, à une boîte à ciel ouvert. Les enfants ont besoin de temps de musique. Avant vos prévisions, monsieur le maire, on dit aussi que c'est parce que le voisin prestigieux de ce parc, Maître Adrien Oumbédi, est dérangé surtout par le bruit. Par le vacarme orchestré, oui, ça c'est vrai aussi. On a entendu ça. C'est ça que je dis. Mais c'est pas toujours vrai. Moi, je peux vous démontrer que des gens qui sont loin, jusqu'à la place Barre là-bas, m'ont interpellé à cause de la musique ces derniers temps. Des gens qui ne sont pas même au bord de la voie. Vous savez, nous sommes au bord d'une lagune. Et on met des haut-parleurs aussi puissants. Mais là, ça envahit la ville. Ce n'est pas seulement les voisins immédiats. Moi, j'ai pitié d'eux. Ok, bon, donc c'est pour cette nuisance. C'est à cause de la nuisance. Moi, même en tant que responsable de la police administrative, j'ai été là plusieurs fois la nuit, même pour leur dire arrêtez avec la police. Et ils ne veulent pas comprendre. Bon, alors, monsieur le maire, on a presque épuisé le temps qui est imparti à cette émission. Dernière question juste, très rapidement, avant de boucler notre émission. La nouvelle carte universitaire suscite beaucoup d'émissions de grincement dedans, notamment Porte-Nouveau qui réclame son université pluridisciplinaire. Mais cette réclamation fait sourire quand on sait que la ville ne dispose pas d'assez d'espace pouvant accueillir véritablement des infrastructures, de telles infrastructures. Quand on sait que votre parti compte parmi ceux qui désirent le retour de cette université, on pourrait se demander où est-ce que vous trouverez l'espace pour vous construire cette fameuse université pluridisciplinaire de Porte-Nouveau. Non, je vous ai dit, Porte-Nouveau a d'espace. Quand moi je suis arrivé, les gens me disaient qu'il n'y a pas d'espace. On a perdu une université de Koweït, qu'on nous demandait 50 hectares, on n'a pas trouvé. Oh, ça existait l'espace. Maintenant, j'ai pris mon jean, j'ai pris mes bottes, j'ai demandé à aller sur le terrain. On a pu trouver encore 100 hectares. À Porte-Nouveau. À Porte-Nouveau, là où, à Lokodi, on disait qu'il n'y avait pas d'espace. Il y a une centaine d'hectares qui est en train d'être lotis. Et c'est ça qui pose beaucoup de choses là, qui est une zone. Mais il y a au moins 100 autres hectares qui sont là. Qui n'appartiennent à personne. Qui n'appartiennent à personne. Ah bon. Qui est là? La forêt, les rabousses. Mais il se dit qu'à Lokodi, il y a un conflit domanial. Vous êtes au courant de ça? Non, le conflit, c'est la zone où on est en train de faire le lotissement actuellement. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Parce que au niveau des urbains, tout ça, il y a beaucoup. Tout le monde veut aller là. Donc ça, c'est un autre problème. On peut revenir sur ça. Et il a que la terre aussi est argileuse, trop de boue. Ah non. Je vais vous expliquer. Il y a pas, on peut construire partout. Et là, le sol là n'est pas argileux. Nos parents passaient par là pour aller de beaucoup de pour aller là. Bon, l'essentiel c'est que, ouais, parce qu'on est arrivé au terme de l'émission. Vous avez constaté que 90 minutes n'auraient pas suffi pour parler de Porte-Nouveau. D'où la nécessité pour vous, monsieur le maire, de parler beaucoup plus souvent. Ça nous éviterait d'avoir à gérer des problèmes de temps comme ça. Vous reviendrez sans doute pour parler de Porte-Nouveau. Vous avez vu, on n'a même pas pu prendre les auditeurs qui s'impatientaient, qui ont appelé durant toute l'émission pour pouvoir intervenir. On n'a pas pu parce qu'il y avait
tellement de questions, on n'a même pas pu épuiser notre liste de questions à vous poser ici avant la fin de cette émission. De toute façon, vous n'aurez même pas le temps de la conclure, cette émission, parce que nous avons totalement épuisé le temps. Mesdames, messieurs, merci quand même de nous avoir suivis pour ce 138e numéro du Grand Rendez-vous. Emmanuel Zossou, technicien en télécommunication à la retraite et maire de la ville de Porto-Novo, était aujourd'hui notre invité. Monsieur le maire, merci. Merci vraiment d'être venu. Quand même expliquer tout ce que nous avons entendu. Quant à nous, Virgile Arouansé, Wilfried Adon et Georges Konou aux manettes, nous vous remercions de nous rester fidèles et de prendre le rendez-vous. On se retrouve dimanche prochain si Dieu le veut. Même fréquence pour un nouvel invité dans une autre édition de cette même émission. Le Grand Rendez-vous. Wilfried Adou, Virgile Arouansé. Ça s'écoute tout simplement.